Bonjour, chers amis. C'est la rentrée. Alors, j'ai choisi comme thème pour cette rentrée pas quelque chose de trop envahissant, de trop compliqué. D'autant plus que ça correspond un peu à un coup de cœur, hein. J'ai choisi de mettre en évidence un certain nombre de personnages. Alors, j'en ai retenu 11. Il y en a beaucoup plus que ça, évidemment, mais dont, à mon avis, on n'en parle pas assez. Parmi ces 11 personnages qui font notre système d'information d'aujourd'hui, il y en a certains dont probablement vous n'avez jamais entendu parler. Je pense entre autres à Jean Morlet, il y a quelques personnes comme lui. Je pense que c'est un retour normal des choses parce que ce sont des gens qui, dans l'ombre, souvent de personnes qui sont plutôt, on va dire, marketing, vous voyez, communication, et qui se mettent en avant, mais en réalité, le véritable travail, il est fait derrière par ces gens-là. Donc j'ai voulu leur rendre hommage, et c'était peut-être un bon moyen de revenir dans l'activité après des vacances qui j'espère, se sont bien passées pour vous. Bon, donc vous voyez, on va faire comme ça. Je vais donc, comme d'habitude, alors partager donc mon écran, hein. Alors, ces personnages, ce sont des gens qui sont moins connus, hein, évidemment, mais qui n'en restent pas moins, à mon avis, fondamentaux dans la vie de notre TI. Alors, parmi d'autres, je vais vous présenter un peu plus loin donc un certain nombre de gens qui auraient mérité peut-être aussi d'être dans notre, on va dire, dans notre tableau d'honneur, hein. Alors, j'ai choisi des personnes comme Kilby. Alors, Kilby, c'est le créateur, on verra, donc le créateur du premier circuit intégré. Mais vous vous rendez pas, ah oui, j'ai oublié de dire que j'ai choisi ces personnes sur le côté disruptif de leur activité, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont profondément modifié nos méthodes de travail, les technologies, enfin un certain nombre de choses, sans avoir nécessairement l'aura qu'ils méritaient. Alors, Kilby, donc créateur très longtemps, hein, donc du premier circuit intégré, mais on parle tout le temps de Gordon Moore, de Noyce et Morris, qui sont en fait les créateurs de la société Intel. Mais chez Texas, Kilby avait fait quelque chose qui est absolument sidérant, l'intégration dont on va parler. On va parler également de Joseph Lechleider. Probablement, vous ne le connaissez pas. Mais voilà quelqu'un qui a inventé donc la DSL, donc l'utilisation du haut débit sur des paires téléphoniques de cuivre. Mais là encore, il faut se souvenir où on en était. On avait des connexions sur Internet ou sur nos serveurs qui étaient des connexions de très bas de gamme, mais qui étaient avec des modems à 56 kilobits par seconde. J'ai bien dit 56 kilobits par seconde. On y reviendra. On parlera de Metcalfe. Alors Metcalfe, il est plus connu, hein. C'est le créateur donc d'Ethernet, mais je l'ai choisi avec son compère David Box. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une guerre entre, on va dire, le monde Ethernet qui était naissant et IBM. IBM qui voulait à tout prix imposer donc son token ring. Et pour une fois, et c'est pas IBM qui a gagné. Et il y avait des choix à faire à l'époque qui étaient extrêmement structurants. Et Metcalfe est quand même à l'origine de tout ça. Pierre Bézier, qui a toute mon admiration, c'est lui qui a inventé les courbes de Bézier. Il n'y aurait pas eu les imprimantes PostScript ou des logiciels tels que Illustrator aujourd'hui s'il n'y avait pas eu s'il n'y avait pas eu les polynômes de Bézier. C'est pas possible. Alors cette histoire, elle est terrible parce que Pierre Bézier n'a pas eu les retours qu'il aurait mérité d'avoir. Et il est l'un des exemples d'une hiérarchie qui ne comprend absolument rien. J'aurai l'occasion donc d'y revenir, en particulier avec le cas de Morley. On parlera de Berners-Lee, sœur Berners-Lee. Évidemment, celui-là, on le connaît plus. Mais j'insiste sur ce personnage. Pourquoi? Parce que voilà quelqu'un qui, en fait, a donné une maturité au réseau Internet qui ne l'aurait jamais eu s'il n'avait pas été là. Parce que Internet, c'est quoi? C'est des sites. C'est la capacité que nous avons de publier des documents et de les retrouver après. C'est ça. Et donc, ça, c'est pas les Américains, c'est Sir Berners-Lee, qui est donc un Britannique.
Robert Mallet, ne cherchez pas, vous ne trouverez aucune référence à lui. Robert Mallet est celui qui est le premier à créer un moyen, un modèle pour décrire les process informatiques. Plutôt que de se précipiter donc dans le codage et la programmation, il a dit réfléchissez un petit peu. Et ce n'est pas la peine de vous précipiter dans le codage et de refaire 45 fois les mêmes instructions. Pensez. Et donc, pensez mathématiquement avec toute la rigueur des mathématiques. Eh bien, on n'arrive même pas aujourd'hui à trouver une photo, une image de Robert Mallet, alors qu'il a créé, il est le grand-père finalement de toutes les méthodes de modélisation aujourd'hui, telles que UML par exemple ou BPML. Grace Hopper, elle, bien sûr, elle est également connue, mais elle a provoqué quand même une disruption absolument fabuleuse en créant le premier compilateur. Alors, il se trouve que c'était un compilateur d'un langage qui allait devenir ensuite donc, COBOL, mais vous vous rendez compte de l'évolution que ça a été. C'est-à-dire que du jour au lendemain, des millions de programmeurs et d'équipes informatiques dans le monde se sont mis à écrire qui une facturation, qui une gestion de stock, au grand bonheur d'IBM qui, lui, bien entendu, récupérait les applications ainsi écrites sur ces machines 360 qui vont devenir après 370, 3080 et 3090. Rasmus Lerdorf, j'y reviendrai sur tous ces gens-là. Rasmus Lerdorf, c'est celui qui a créé le PHP. Alors, ce qui m'amuse beaucoup chez lui, c'est qu'il ne l'a pas fait exprès. Il ne l'a pas fait exprès. En fait, il avait essayé de trouver un moyen il avait publié donc son curriculum vitae sur Internet et il voulait être informé de tous les accès qui se faisaient sur son site Internet. Donc, il avait écrit, comme je vous l'expliquerai plus tard, et donc il avait écrit quelques routines Perl, mais il n'a jamais voulu faire PHP. Or, PHP aujourd'hui, tenez-vous bien, c'est quand même 9 millions donc, d'utilisateurs et de développeurs actuellement. Ken Schwaber et Jeff Sutherland ont aussi droit à mon affection. Pourquoi? Parce qu'ils sont à l'origine, eux, d'une méthode de gestion de projet, qui est la méthode Scrum, qui est un petit peu l'étendard des méthodes agiles. Il y a dans ce monde-là une telle haine entre ceux qui sont pour les méthodes agiles et ceux qui sont contre les méthodes agiles, je me dis que quand même c'est d'une débilité absolue. Eh bien, donc Schwaber et Sutherland, je reviendrai sur ce cas, ne sont pas très très connus, sauf bien sûr par les spécialistes. John McCarthy, lui, on est dans les années 70, même un peu avant, je le considère comme étant un peu, non pas l'inventeur, mais tout au moins l'initiateur de l'intelligence artificielle en tant que technologie indépendante. Avant, les algorithmes d'intelligence artificielle que l'on trouvait par exemple dans les systèmes experts, eh bien, étaient intégrés à d'autres disciplines. Avec l'arrivée de McCarthy, qui par ailleurs a inventé donc d'autres choses, telles que le langage Lisp, eh bien, l'intelligence artificielle a donc explosé. Et on voit bien ce qui se passe actuellement. C'est un scientifique, McCarthy. Jean Morlet, alors lui, c'est celui pour lequel j'ai la plus grande affection. Pourquoi? Parce que c'est l'inventeur donc des ondelettes. Les ondelettes, c'est quoi? Alors, on en parlera d'une manière un peu détaillée après, parce que c'est un géophysicien, quelqu'un qui travaillait dans le traitement du signal, donc quelqu'un qui était rompu au transformé de Fourier, au traitement de des convolutions, etc. Donc quelqu'un, et il a inventé un jour quelque chose qui n'existait pas, et il a essayé de convaincre son entourage qui n'a rien compris. Alors c'est une histoire absolument terrible, parce que lui, non seulement on l'a mis à l'écart, mais lui, on l'a carrément mis en pré-retraite, en disant, bon, calmez-vous mon ami, allez en retraite, allez à la pêche, vous allez voir, c'est sympathique. Bon, j'y reviendrai parce que les ondelettes, maintenant, sont utilisées dans le monde entier. Et puis je terminerai par Vitalik Buterin. Pourquoi? Parce que ce garçon qui avait 19 ans, 18-19 ans quand il a lancé donc Ethereum, est un peu, on va dire, le créateur de ce qu'on appellerait aujourd'hui donc toutes ces technologies virtuelles financières telles que la DeFi, le Web 3, les contrats intelligents, etc. Alors, il y croit
euh, énormément, hein, bien entendu, ce monsieur. Tout le monde n'est pas de son avis, mais je pense qu'il sera probablement parmi ceux qui seront les plus réputés donc, dans les années à venir. Et aujourd'hui, donc, il a quelque chose comme 27 ou 28 ans, comme quoi donc la qualité donc et l'audace, on pourrait dire, n'a pas attendu donc les années. Bon, alors d'abord, je voudrais faire une petite distinction entre ce qu'on va appeler donc les visionnaires et puis donc les concepteurs. Alors, j'en ai déjà parlé lors d'un webinaire précédent, mais c'est pas du tout la même chose. Hein, d'abord, il n'y a pas qu'Elon Musk aujourd'hui, donc Bill Gates ou Jeff Bezos, on ne parle que de ça. Mais je ne crois pas que ce soit eux qui ont véritablement, sauf par leurs décisions, mais c'est pas eux qui, technologiquement parlant, ont orienté donc le traitement de l'ETI, le traitement de l'information. Ce sont d'autres personnes. Hein. On peut être un visionnaire. Je ne pense pas d'ailleurs que Elon Musk soit un visionnaire. Imaginez donc le futur, mais sans pour être autant donc un réalisateur. On prend souvent d'ailleurs l'exemple d'Albert Einstein, qui a vu par exemple les trous noirs sans avoir la possibilité de les démontrer, et ils ont été démontrés bien plus tard, ou la duplication des particules jumelles. Il a fait plein de choses, il a imaginé plein de choses, demande comment il faisait, hein, mais il n'avait pas l'outil pour démontrer ça. Donc il faut faire une distinction entre ces deux types de personnages. Il y a donc ceux qui imaginent un univers, et puis il y a ceux qui vont les mettre en œuvre. Un homme comme Elon Musk, c'est quelqu'un qui a donc des moyens, je pense une énorme ambition, probablement un ego au même niveau, et il se dit qu'il va façonner donc le monde, mais c'est pas un visionnaire, c'est un entrepreneur. Quand on regarde SpaceX ou des Neuralink, des entreprises qui travaillent sur les communications avec le cerveau, c'est parce qu'il a les moyens de le faire, mais je ne suis pas certain qu'il avait véritablement une idée préconçue au départ. Vous voyez, je n'y crois pas trop. Bon, alors pour moi, donc Bill Gates et Elon Musk, ce sont donc des entrepreneurs. D'ailleurs, Bill Gates, les grandes avancées techniques sur Windows ont été faites par Paul Allen. Donc c'est pas Bill Gates. Hein. On peut dire la même chose d'ailleurs pour Steve Jobs, puisque c'est Steve Wozniak qui a été véritablement le technicien, on va dire, de l'équipe. Bon, moi, donc, quels sont, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai fait des choix sur des acteurs du TI. Alors peut-être que vous ne serez pas d'accord donc avec ces choix, peut-être que vous auriez voulu que l'on mette par exemple Georges Boole. Boole et l'algèbre booléenne ont fait de l'algèbre booléenne depuis 50 ans, sans forcément d'ailleurs le savoir, mais toute la technologie informatique est basée là-dessus. On a peut-être entendu parler de Boole, mais pas tout le monde. Hein, Georges Boole. Sergey Brin, on va dire, c'est le compère donc, de Larry Page chez Google. C'est lui qui est à l'origine du moteur, disons, de l'algorithme qu'il y avait dans le moteur de recherche de Google. Lui encore, il a quand même façonné le monde, mais bon, pour un certain nombre de raisons, peut-être aussi de temps d'ailleurs, je ne l'ai pas mis là. Marvin Minsky, c'était l'un des grands personnages. D'ailleurs, on l'associe souvent à McCarthy comme étant l'un des fondateurs de l'intelligence artificielle. Je remarque d'ailleurs au passage qu'on voit relativement peu de femmes dans ce monde. C'est quand même assez étonnant. On ne voit pas pourquoi. Alors, soit parce que le TI est très misogyne, je pense qu'il l'était auparavant. Il l'est moins maintenant, mais il l'était quand même auparavant. Et dans les années, on va dire 80, 90, 2000, il y avait quand même l'informatique, c'est comme le soccer, c'est réservé aux hommes. C'est complètement débile, mais c'est comme ça. Donc, on peut faire cette remarque-là. Alors, vous voyez ce que j'ai mis sur cette page. J'ai donc retenu donc, les 11 personnes dont je viens de vous dire un mot, mais je vais insister sur eux après. Et je les ai mis autour d'autres personnes qui auraient quand même mérité, mérité ce tableau d'honneur. On peut en donner quelques-uns. Hein. Robert Caillot, créateur du navigateur Internet avec Berners-Lee.
Edgeberg, qui est plutôt un fabricant de produits, qui a fait C#, Turbo Pascal, on a tous travaillé sur Turbo Pascal, Delphi également. Bon. Louis Pouzin, qui est le concepteur des datagrammes, c'est-à-dire en fait des paquets de transmission sans accusé de réception. Et il était à l'origine d'un réseau qui s'appelait Cyclade, dont les Américains ne se sont pas, on va dire, inspirés, et à mon avis, ils ont eu tort. Hein, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'anomalies criantes dans Internet qui n'auraient peut-être pas été là s'il avait écouté un peu plus Pouzin. D'ailleurs, Pouzin avait collaboré avec les gens d'ARPANET, donc à l'époque. Alan Kay, c'est le créateur du premier langage avec Adele Goldberg, donc du premier langage orienté objet, hein, donc ça s'appelle Smalltalk, et qui reste encore aujourd'hui une référence. Roland Moreno, vous le connaissez peut-être pas, mais c'est le premier qui a imaginé une carte à puce. C'était quand même un concept absolument révolutionnaire. Hein. Vous mettez une puce électronique dans l'épaisseur d'une carte de type carte bancaire. Et là encore, ça a été une révolution absolument prodigieuse, et je ne crois pas que Roland Moreno ait récupéré on va dire, les avantages qu'il aurait pu avoir. Kevin Mitnick, alors je l'ai mis là quand même, lui, il a inventé le hacking. Enfin, peut-être pas l'inventeur complètement du hacking, mais il a fait de la prison. Et il est mort il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Hein, et c'est un monsieur très brillant. Très brillant. Disons qu'il a, on va dire, créé un comportement qui nous a quand même posé beaucoup de soucis après. Von Neumann, c'est l'architecture donc des machines. Thomson et Ritchie, ce sont eux qui ont créé Unix. Mais vous savez, ils ont créé Unix dans des conditions absolument apocalyptiques, avec une petite machine de rien du tout, qui était une machine Digital Equipment, qui était un PDP-7, mais vraiment un petit truc, hein, parce que personne n'y croyait à leur machin. Et n'empêche qu'ils ont inventé non seulement un OS, mais ils ont inventé également un langage de programmation qui s'appelait B pour devenir C ensuite, et vous vous rendez compte, donc la disruption que ça a provoqué donc, par la suite. Wozniak, je vous l'ai dit, c'était le compère de Steve Jobs. Guido van Rossum, alors on est tous en train de travailler actuellement en Python sur le langage donc, de van Rossum. Lui encore, il a créé quelque chose qui a fait une grosse disruption, mais je ne l'ai pas mis dans mon tableau d'honneur. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas au même niveau que celle dont on va parler par la suite. Alors, Alan Turing, c'est le père de tous. Lui, c'est lui qui a tout inventé pratiquement. Hein, puisqu'en 1936, il imaginait déjà ce qu'allait être un ordinateur qu'on n'a jamais réussi à construire. Alan Turing, bien entendu, mort en 1956, bon, il s'est suicidé. Richard Stallman, c'est lui qui a créé en open source les premières licences GPL. Là encore, ça a changé beaucoup de choses. Claude Shannon, la théorie de l'information, on se retrouve, quand on fait de l'intelligence artificielle aujourd'hui, on se retrouve face à des concepts qui ont été décrits et qui ont été postulés par Shannon. Donc lui encore, sans le savoir forcément, il a quand même contribué fortement à l'évolution de notre système. Gary Kindle, alors lui, je ne suis pas sûr qu'il ait provoqué un gros changement, mais alors lui, il est arrivé une aventure qui mérite quand même d'être contée, si vous le voulez bien. Gary Kindle, c'est celui qui avait créé le premier système d'exploitation 8 bits on va dire, dans les années 78, 79, 80. Microsoft cherchait un système d'exploitation pour équiper sa future machine, qui était le PC, qui était une machine 16 bits et non pas 8 bits. Il s'est donc adressé, Microsoft, à Kindle, donc avec sa compagnie, hein, pour lui dire, est-ce que vous pouvez adapter CPM 8 bits en 16 bits pour équiper nos machines? Et là, malheureusement, Gary Kindle, c'est pour ça que je l'ai mis ici, avait aussi une épouse qui s'appelle Madame Kindle, qui était un peu responsable, on va dire, de tout le management et puis tout ce qui était contrat avec les prestataires et les gens de l'extérieur. Et cette dame a été tellement tatillonne, pénible avec Microsoft, que Microsoft a dit, bon, puisque c'est comme ça, IBM a dit, puisque c'est comme ça, on va arrêter, on va trouver quelqu'un d'autre. Et puis c'est là où IBM s'est tourné vers un petit jeune qui s'appelait Bill Gates, qui lui a dit, vous inquiétez pas, je vous fais un système d'exploitation 16 bits.
qui était, il faut le reconnaître, largement une copie donc de CPM, mais bon, et quant à Gary Kendall, on ne sait pas s'il a assassiné sa femme, mais si j'avais été à sa place, j'aurais pas hésité une seconde. Bon. Gosling, c'est Java. Engelbart, vous vous rendez compte, Engelbart, il a inventé la souris. Là encore, c'est une évolution absolument prodigieuse. Dahl et Nygaard, qui sont deux Norvégiens, eux ont inventé donc le concept de programmation objet. Alors, le premier langage qu'ils avaient, qui était donc Simula, n'était pas au même niveau qu'un Smalltalk, par exemple, de Goldberg et d'Alan Kay, mais quand même, on trouvait là-dedans la notion de classe, par exemple. Et donc, des notions qu'on va retrouver après, on les considère un peu comme, on va dire, les parents de l'orienté objet. TEDCODE, c'est pour les bases de données relationnelles. Vinton Cerf, qui est considéré un peu le gourou, comme le gourou donc d'Internet américain, lui, il a créé avec un certain Bob Kahn, il a créé donc la suite TCP/IP, dont je maintiens que ce n'est pas la plus grande des réussites, mais enfin c'est vrai qu'il a quand même changé beaucoup de choses. Sémocré, c'est celui qui a fait le premier ordinateur, super ordinateur, des monstres. Alors maintenant, on appelle ça des HPC, donc des machines à très très haute performance. Jean Gibia, c'est un Français qui a créé un langage qui s'appelle Ada, du nom de la comtesse Ada. Ce langage a été le premier à être, on va dire, sécurisé. C'est-à-dire que vous avez dans le langage Ada tous les ingrédients que l'on trouvera par la suite dans d'autres langages pour sécuriser les applications. Et ceci, en grande partie dès la compilation, et en partie également donc à l'exécution. Il a changé beaucoup de choses. Et en plus, ce Jean Gibia, dont le langage a été utilisé largement par l'armée américaine, hein, encore aujourd'hui, était d'une modestie absolument redoutable, tout à fait étonnant. On a, alors, Bush, pas l'autre, je parle de Vannevar Bush, hein, il a inventé, lui, l'hypertexte. L'hypertexte, ce n'était pas quelque chose de naturel, c'était d'un endroit aller à un autre. Vous voyez, donc les navigations dans des documents ou dans des éléments d'un système, ça a été là encore une évolution très profonde. Hein, on la retrouve maintenant partout dans HTML. Et d'ailleurs, Berners-Lee dit toujours, si Bush n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu finalement HTML. J'ai beaucoup aspiré de ce qu'il a fait. Bon, vous voyez, et puis je terminerai avec donc Yann LeCun. Yann LeCun, c'est encore un Français, qui est un monsieur qui est un spécialiste, on va dire, du deep learning, mais d'une manière plus générale de l'intelligence artificielle. C'est quelqu'un d'excessivement brillant. Actuellement, il est professeur dans une université donc aux États-Unis, et je pense que ce sera probablement l'un des personnages dont on parlera le plus également dans les années à venir. Alors maintenant, donc, je vais me concentrer, si vous le voulez bien, sur ces quelques personnages qui, à mon avis, méritent donc le tableau d'honneur. Alors, donc, Kilby. Kilby, on est chez Texas Instruments. Chez Texas Instruments, on a, à cette époque, on est dans les années 50, hein, on fait des machines, on fait des tas de choses, et on les fait avec des cartes dans lesquelles on met des composants discrets, des résistances, des selfs, des bobines, hein, des tas de trucs, des capacités, des machins comme ça, et qui occupent de la place, évidemment. Lui, il s'est dit, et personne ne lui avait soufflé, hein, il s'est dit, mais si je mettais tout ça dans un circuit, dans la masse d'un circuit. Et donc, ça nous permettrait donc de gagner de la place et on pourrait, comment dire, on pourrait avoir les mêmes effets que les éléments discrets d'une carte, mais dans le silicium. C'est-à-dire que on va donc agencer donc des diodes, on va agencer donc des portes logiques plutôt de silicium, de manière à ce qu'elles se comportent comme une résistance, comme une sève, voire comme un transistor. Non plus transistor avec les trois pattes, mais un transistor, l'effet transistor. C'est une révolution absolument démente, parce que vous vous rendez compte, j'ai pris un chiffre. Le premier microprocesseur d'Intel, le fameux 4004, pour la petite histoire, une gravure à 10 microns, alors que maintenant, on en est au nanomètre, hein, eh bien, il avait 2300 effets transistors. Quand vous prenez le M2 d'Apple d'aujourd'hui, hein, il a 20 milliards de transistors. Absolument sidérant.
Et donc tout ça, ça vient d'où? Eh bien, ça vient de Jack Kilby et de Texas Instruments, bien entendu, qui l'a beaucoup aidé pour progresser disons, dans sa recherche. Et d'ailleurs, la communauté a été reconnaissante, elle lui a donné donc le prix Nobel de physique en 2000. Et moi, je trouve que c'est quand même assez prodigieux, hein, parce que, encore une fois, vous voyez, et ce sont des personnages qui, à un moment donné, se sont trouvés tout seuls dans leur bureau et qui se sont dit, et s'ils faisaient comme ça? Et vous avez vu à la première page de ce que je vous ai présenté, ce que disait Winston Churchill, il disait que, et si finalement, ce n'était pas les fous qui avaient raison, et qu'ils ne font pas, à un moment donné, elle est complètement fou, et puis partir, oublier donc les contraintes et les habitudes de ce qu'on nous a mis dans la tête, et partir sur des idées nouvelles. C'est ça qui est révolutionnaire. Et Kilby a été l'un de ceux-là. Alors, Joseph Lechleider, là encore, c'est un parfait inconnu. Vous voyez, ça illustre parfaitement, à mon avis, donc, on va dire le ton que j'ai voulu pour cette présentation. Hein. Moi, je crois qu'il faut quand même se souvenir, parce que les utilisateurs d'aujourd'hui, et plus particulièrement donc les jeunes, disent ah oui, mais ça c'est vieux, maintenant on a de la bande passante, on a des vitesses de connexion importantes. Oui, sauf qu'il n'y aurait pas les connexions à haut débit d'aujourd'hui si on n'avait pas commencé par des connexions à bas débit. Autrefois, on avait des modems. Hein, pour se connecter, on avait notre machine, notre PC, derrière on mettait un modem qu'on a intégré après et on se connectait à des vitesses qui étaient celles du modem. Alors, les modems les plus performants étaient les modems à 56 kilobits par seconde, hein, et on les programmait, on programmait les communications avec un langage, une espèce de langage d'assembleur de communication qui avait été inventé par un fabricant qui s'appelait ICE. Et donc, on appelait ça donc le langage AT-ICE. Donc, sonnerie, récupération de la sonnerie, envoi de quelque chose. Vous voyez, on programmait finalement la cinématique et la mécanique de communication sur le lien. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand Internet a commencé à vivre réellement, il fallait absolument donc le doter donc de moyens, on va dire, de moyens de communication à haut débit. Pourquoi? Parce que les compagnies donc, téléphoniques américaines avaient pour ambition de faire passer donc, la télévision par câble, non plus passer par les solutions donc, qui existaient à ce moment-là, mais par les paires de cuivre, et donc du câble téléphonique tout à fait standard. Et c'est là que Joseph Lechleider donc, est arrivé et qui a proposé un mode de connexion. Alors, c'est pas le support, c'est, on va dire, la technique de modulation et de transport sur du support de cuivre pour avoir des débits beaucoup plus importants. Et donc, il est parti d'une situation qui existait déjà, qui s'appelait donc DSL, qui est une communication sur le cuivre, on va dire, symétrique. Lui, il a proposé de la DSL, c'est-à-dire une communication asymétrique en tenant compte du fait que dans la plupart des cas, on va dire la descente est beaucoup plus consommatrice de bande passante que la remontée. Moi, utilisateur, je me connecte à un site, je pose des questions, je demande des choses, mais il est relativement rare que je lui envoie des gros fichiers. Ça arrive, hein, mais c'est pas très courant. Donc, il s'est dit, on va utiliser DSL, mais en mode asymétrique. Donc, comme ça, la DSL était née. Et comme il travaillait dans une compagnie qui n'était pas idiote et qui s'appelait donc Bellcore, cette compagnie a déposé le brevet, et c'était donc en 1988. Alors, il faut se souvenir également à ce moment-là que la communauté scientifique et la communauté technique du TI étaient relativement sceptiques. Il faut se souvenir des débuts de la DSL. On disait, mais attendez, c'est à peine si ça marche pour le téléphone, alors on ne voit pas comment ça va marcher pour transférer donc du débit très élevé. D'ailleurs, à l'époque, on avait toujours l'image de ce qu'on appelait les selfs de Pupin, c'est-à-dire une self, une bobine, qui était placée tous les 2 km, ou 2 ou 3 km sur les lignes téléphoniques, de manière à réamplifier le signal qui avait la mauvaise habitude de s'affaiblir. Donc, on disait, ça ne marchera jamais. Eh bien, ça a marché. Ça a marché et le monde a été couvert, finalement, de connexions ADSL qui maintenant, bien entendu,
sont en train donc de disparaître au profit, on va dire, de la fibre optique, mais quand même, ça a duré quand même un grand nombre d'années. Juste pour préciser les choses, il avait fait un calcul, Leigh Schneider, qui n'était pas idiot. Il disait, pour transférer une image, alors on pourrait parler d'image de MPEG-4, par exemple, ce qu'on appelle en France la TNT, hein, donc du numérique, hein, eh bien, il ne faut que 4 mégabits par seconde. MPEG-2, la précédente génération, c'était 6 mégabits par seconde. Eh bien, avec ADSL, on est parfaitement capable de transporter tout ça. En fait, Leigh Schneider, il a redonné, on va dire, une seconde jeunesse donc, à tous ces équipements qui étaient donc basés sur du cuivre. Révolution considérable. Bien. Alors, Metcalfe et David Box, je vous l'avais dit, moi, ce dont je me souviens par rapport à leur histoire et leur affaire, c'est que, là encore, quand on était dans une entreprise, on avait des postes de travail qui étaient sur des terminaux et qui étaient connectés à des serveurs IBM ou autres, hein, à des vitesses qui étaient ridicules. Donc, même raisonnement que pour ce qu'on a dit précédemment, hein, et Metcalfe a dit, plutôt que de fonctionner à 1200 bits par seconde, ce qui est à peu près courant à cette époque-là, donc 120 caractères à la seconde, c'est pas énorme, hein, eh bien, on pourrait utiliser un câble. Et donc, il l'a présenté lors d'une convention qui était la NCC aux États-Unis. C'était en 1973. Il a dit, voilà, vous avez un câble, vous connectez vos machines, vos terminaux, et vous connectez vos serveurs dessus, et je vous propose un protocole de partage de ce câble. Ce qu'il a appelé donc le CSMA-CD, le CD pour détection des collisions, c'est-à-dire que c'est vrai, à partir du moment où on partage donc le même support, il y a un risque non négligeable que ça fasse paf et que les trames que l'on envoie, eh bien, provoquent donc des collisions. Et donc, qui dit collision, eh bien, dit réinitialisation de la transmission, donc c'est tout un protocole. Il avait proposé ça. À l'époque, IBM, à peu près 2 ans après, IBM s'était dit, oula, il y a un danger grave. D'abord parce qu'il y avait derrière le protocole que suggéraient donc Metcalfe et Box, il y avait quand même pas mal de fabricants donc aux États-Unis, et IBM s'est dit, on va être peut-être dépassé. Et donc c'est là où il a proposé une solution qui était un double anneau, ce qu'il appelait le token ring, qui avait incontestablement des avantages par rapport, on va dire, à Ethernet, qui lui, on était resté au mode de partage, donc collision. Eh bien, l'histoire n'a pas donné raison à IBM. Et en fait, c'est Ethernet. Ethernet qui a gagné, et je pense que l'une des raisons pour lesquelles il a gagné, c'est qu'on est passé d'un mode de partage à un mode commuté. C'est-à-dire que toute machine connectée à un switch Ethernet, eh bien, était servie à la vitesse nominale du switch et ne partageait donc plus rien du tout. Donc, il y avait encore quelques collisions, mais qui étaient au niveau donc, du switch, éventuellement au niveau du switch, mais par contre, au niveau du poste de travail, donc c'était un gain considérable. Et actuellement, c'est exactement ce qui se passe. On est toujours dans un mode commuté. Par exemple, quand on compare de l'Ethernet avec du Wi-Fi, par exemple, eh bien, Wi-Fi, pour tous les deux, eh bien, c'est en mode partagé. Alors que Ethernet, on est en mode commuté. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, autre avantage, peut-être n'avait pas imaginé donc Metcalfe à l'époque, eh bien, il y a aujourd'hui des configurations très variées et diverses d'Ethernet pour des paires téléphoniques, pour des fibres optiques. Il y a un grand nombre de solutions, on va dire, de normalisation qui existent, qui fait que c'est un marché qui vit sa vie normalement, hein. Mais grâce à Metcalfe, qui encore une fois s'est dit, mais pourquoi je continuerai à travailler à 1200 bits par seconde, ce qui est débile. Encore un, peut-être à moitié fou, mais qui a eu raison. Pierre Béziers, là encore, c'est un personnage qui m'a toujours fasciné parce que un Français. Alors, en gros, c'est quoi? C'est un ingénieur qui travaillait donc chez un fabricant de véhicules, donc qui s'appelle Renault, qui sont donc fabricants d'automobiles. Tout le monde connaît. Et Pierre Béziers était responsable des machines-outils, donc des machines à commande numérique. Et donc le rôle de ces machines à commande numérique, c'était de piloter
donc des équipements qui, eux, fabriquaient, on va dire, des carrosseries fabriquées. Donc la commande numérique, donc commande des équipements de fabrication. Il était responsable de ça. Or, Pierre Bézier avait, figurez-vous, un problème. C'est que pour fabriquer, par exemple, une carrosserie, eh bien, une carrosserie, les designers vous font des courbes, mais qui ne sont pas des fonctions mathématiques. Ce sont des courbes qui leur plaisent, parce que c'est beau à voir, parce que c'est élancé, etc. Mais il n'y a pas d'expression mathématique de ça. Or, une machine à commande numérique, donc un ordinateur, eh bien, ne peut fonctionner que s'il a une référence mathématique. Sinon, il ne peut pas. Ça, c'est impossible. Alors, Pierre Bézier s'est dit, je vais faire fabriquer donc mes courbes, ce qu'on appelle en mathématiques des courbes gauches, je vais les faire fabriquer par petits morceaux. Pour chacun de ces petits morceaux, je vais donner une expression mathématique, qui est un polynôme du 4e degré, qui est une expression qui est approchée, mais pour laquelle je vais donc faire une erreur, c'est vrai, mais qui n'est pas très grave, dans la mesure où pour le petit segment d'à côté, j'aurai une autre expression du 4e degré. Finalement, je vais cumuler de toutes petites erreurs et globalement, on ne s'en rendra pas compte. Il se dit, voilà quelque chose qui est formidable. Il va voir donc la direction de la régie Renault qui lui dit, monsieur, il faut vous calmer, là encore, hein. Voilà, il dit, allez, faites joujou dans votre coin, on vous donne l'autorisation même d'aller communiquer donc aux États-Unis si vous voulez, mais enfin, bon, ça ne marchera jamais, votre machin. En gros, c'était ça. Donc, ils n'y ont pas cru. Pierre Bézier est allé aux États-Unis. Aux États-Unis, il a fait des présentations sur ces fameux polynômes. Et dans la salle, la légende dirait que ça s'est passé comme ça, il y avait un dénommé Warnock. Donc, John Warnock qui était quelqu'un qui travaillait à Palo Alto, donc au centre de recherche de Xerox, et qui avait comme problème de faire imprimer des caractères autrement qu'avec des bitmaps, avec des expressions mathématiques qui allaient donc représenter les caractères. Sauf que là, encore une fois, les caractères Tahoma ou Verdana, ce n'est pas une fonction mathématique précise. Donc il s'est dit, mais il est formidable celui-là. Il a inventé donc un moyen qui va me permettre de décrire par petits morceaux chacun des caractères. J'aurai une police et après, par homothétie, j'aurai toutes les autres polices, voire du gras, de l'italique ou autre. Tellement convaincu de ce qu'il avait trouvé grâce à Pierre Bézier, il quitte donc Xerox, il crée la compagnie Adobe, donc très connue bien sûr avec Photoshop, et il a donc bénéficié directement, par exemple dans des logiciels tels que Illustrator, de l'invention de Pierre Bézier. Mais je pourrais aussi parler de HP qui a donc, avec toutes ces imprimantes dites PostScript. PostScript, c'est quoi? C'est une description qui utilise un formalisme de Bézier. Alors, moi, ce qui me choque profondément aujourd'hui, c'est que, d'abord, tout le monde l'a oublié, alors, il est mort, malheureusement, et c'est le même employeur qui, actuellement, donc, dans les jours où je vous parle ici, fait une campagne de publicité sur ses capacités d'innovation. Les brevets, il dit qu'il en a fait 5000, d'intelligence artificielle, des services connectés. Alors moi, j'ajoute, le ridicule ne tue pas, dommage. Parce que cet homme a fait faire un bond prodigieux à beaucoup de domaines dans notre pays. Bien. Berners-Lee, donc, alors Berners-Lee, vous le connaissez, hein, on ne va pas revenir trop en détail là-dessus, donc je rappelle simplement que Berners-Lee, Sir Berners-Lee, pardon, a donc créé le langage donc HTML quand il travaillait au centre de recherche nucléaire donc de Genève. Et il avait proposé, donc c'était en 1989, vous voyez, finalement, presque 20 ans après la naissance donc d'ARPANET qui allait devenir donc Internet. Donc il a proposé faire un mémo qu'il a appelé Information Management Proposal. Donc c'était un document dans lequel il expliquait
qu'il serait intéressant de fabriquer un langage qui permettrait de partager donc des documents, de se déplacer d'un contexte à l'autre en utilisant le fameux hypertexte donc, que j'évoquais donc, tout à l'heure. Alors, il avait un patron au Centre de recherche de Genève, qui s'appelait donc Mike Sandel. Eh bien, il a donc envoyé son mémo que vous voyez ici sur la partie droite de mon écran. Il avait répondu euh, vague, mais excitant. En fait, il avait probablement rien compris, mais pour ne pas trop se mouiller, il avait dit vague, mais excitant, ce qui allait quand même devenir l'une des inventions les plus prodigieuses donc, de ces 50 dernières années. Alors, en plus donc, du langage HTML, Berners-Lee va créer la notion d'URL, le protocole HTTP, et puis donc le langage donc lui-même. Alors voilà, donc ça a été une. Alors Berners-Lee donc a eu quand même la bonne idée de mettre dans le domaine public la totalité donc de ce qu'il avait donc créé, ce qui a permis à la technologie on va dire, de se développer. Cela dit, il faut quand même se souvenir que tout le monde n'était pas rassuré. Et on se disait, c'est une technique qui va être relativement lente. Et d'autant plus qu'au départ, on se contentait simplement de mettre du texte. Hein. On ne cherchait pas à tenter le diable, donc on ne mettait pas des choses trop compliquées. Berners-Lee, le père donc d'HTML, Sir Berners-Lee. Robert Mallet, je vous dis, on n'arrive même pas à trouver donc une image de lui. Il a créé donc en 1969, c'est-à-dire 5 ans après l'annonce du 360 d'IBM, considéré comme le premier ordinateur de troisième génération. Donc on est à peine dans les premiers trucs COBOL, vous voyez, on est à peine là-dedans que lui, il dit, il faut réfléchir. Donc commençons par modéliser ce que nous voulons faire en utilisant un langage qu'on appellera donc un langage formel de modélisation, donc mathématique. C'est-à-dire qu'on va utiliser des carrés, des flèches avec des pointillés, etc., avec donc un certain nombre de données qu'on le mettra dessus. Et ces informations-là vont représenter finalement la cinématique ou le comportement, on va dire, d'un algorithme, par exemple. Alors évidemment, c'est quelque chose qui était très particulier. Hein. Et en fait, au début, personne n'a rien compris. Hein. Je pense que tous les langages formels de modélisation qu'on trouve aujourd'hui, à commencer par donc les UML ou d'autres tels que BPMN, sont des langages, ce sont les petits-enfants de Corrig, cette méthode-là. Personne ne sait qui est Robert Mallet. Personne. Quand vous allez sur Internet aujourd'hui, eh bien, on vous parle d'un Robert Mallet avec un autre nom à côté. C'est un designer de building, mais Robert Mallet lui-même, il est entré dans les oubliettes, que je trouve quand même extrêmement dommage, parce qu'il a eu un rôle essentiel. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, on utilise toujours ces techniques-là, c'est pas vrai. Mais en tout cas, il a été un promoteur extrêmement, extrêmement actif. Donc, il fallait lui rendre hommage. Grasshopper, c'est le langage COBOL. Bon, le langage COBOL, alors je l'ai mise ici, même si tout le monde la connaît évidemment, parce que elle a eu un rôle qui est absolument fondamental. Rappelez-vous que le premier compilateur, alors il y a eu un petit peu collision avec on va dire le premier compilateur qui a été créé, donc imaginé par un confrère. On est dans les années 50, à la fin des années 50. Et donc, elle invente donc le langage COBOL, qui est en fait le premier langage dit à usage général. C'est-à-dire qu'on peut, en principe, faire beaucoup de choses. Hein. On peut faire un petit peu de système, on peut faire de la gestion, on peut faire un petit peu de calcul scientifique. On s'apercevra que ce n'est pas toujours évident d'y arriver, mais enfin, bon, elle avait imaginé ça. Et surtout, elle ne voulait plus se servir, on va dire, de l'assembleur ou des langages qui étaient trop proches donc des machines. Et en cela, évidemment, elle avait parfaitement raison. Bon. Elle était militaire, Grace Hopper. C'est une femme, donc elle avait au moment de sa gloire, en tout cas travaillé avec IBM, mais elle était militaire, elle était colonel. Elle était un peu, on va dire, un peu figée, hein. Je ne sais pas trop comment évoquer donc le personnage, elle était un peu bloquée, un peu figée. Et elle ne quittera d'ailleurs que la marine qu'en 1986, et elle avait on va dire, elle était amirale
enfin, quelque chose qui ne correspond pas toujours avec l'amiral dans les autres armées, mais enfin, c'est quand même un niveau très élevé. C'est à elle qu'on attribue la notion de bug, hein, vous savez, cet insecte qu'on trouve dans les machines et qui casse tout. Hein. Et puis alors, on en parle également parce que elle est assez connue pour sa... Elle est considérée comme l'une des premières femmes à avoir réussi. Avec un rôle un peu ambigu, c'est-à-dire qu'effectivement, elle a quand même insisté donc là-dessus, mais elle disait dans le même temps, ça ne mérite pas de faire des manifestations trop brutales ou trop véhémentes. Bon, mais elle est quand même considérée, elle ne le reniait pas en tout cas, elle est considérée comme l'un des personnages majeurs qui ont beaucoup joué pour la cause donc des femmes. Rappelez-vous, enfin, dites-vous bien qu'on est aux États-Unis et que dans les années 50, on ne peut pas dire qu'on soit aussi ouvert et aussi et pertinent qu'on pourrait l'être actuellement. Il y a quand même une situation, on va dire une société qui est très fermée de ce point de vue-là. Bien. Rasmus Sverdov, alors vous voyez, donc, c'est parti donc de mes des personnages que j'ai choisis. Alors lui, je l'adore pour plein de raisons. D'abord, il est groenlandais. Alors, en fait, c'est un Danois. Il est groenlandais et canadien, en fait, donc de nationalité, hein, d'origine donc groenlandaise. Alors, c'est lui qui a fait le langage PHP. Alors, on pourra en dire du mal, qu'il ne vaut rien, qu'il n'est pas sécurisé, il n'est pas conforme au canon de la programmation objet. Peut-être. Et ce que je vois, c'est que voilà un garçon qui un beau jour, c'était en 1995, se dit je vais donc me faire un moyen, un ensemble de routines écrites en Perl, langage Perl, hein, que je vais mettre sur mon site internet et qui permettra de récupérer les informations sur les visites des gens qui vont s'intéresser à mon site et donc à mon curriculum vitae. Bon, il a fait ça sans idée préconçue, sans avoir la moindre prétention de vouloir faire un langage par la suite. Après, il se dit, ouais, bon, bah, c'est très bien, Perl, mais ça serait peut-être plus efficace de réécrire tout ça en C. C'est plus rapide. En plus, il se dit, bah, on va pouvoir intégrer donc des modules maintenant d'accès à des bases de données avec, vous voyez, on va en faire, dit-il, un véritable langage qui permettra de générer des pages HTML de manière dynamique, hein, comme le ferait un ASP ou d'autres. On génère donc des pages HTML. Succès absolument prodigieux. Mais alors là, ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est que Rasmus Lerdorf n'avait probablement pas pour vocation d'être un personnage public qu'on inviterait à toutes les conventions. Non, non. En fait, à partir de la version donc 3.0 de PHP, puisque c'est devenu PHP, eh bien, ce sont d'autres personnages, en particulier Zuraski, donc, et puis Gutmans de la compagnie Zen de technologie qui vont prendre le relais. Et c'est grâce à eux que PHP 3 va devenir 4, 5, etc. Et on en est aujourd'hui donc à 8. Ce qu'il faut savoir également, c'est que quand même l'histoire est incroyable. Au départ, en 1997, il y avait 50 000 domaines qui annonçaient donc avoir fabriqué du PHP. Ils étaient courageux, 97. Et aujourd'hui, on estime actuellement, avec tous les langages qui sont arrivés depuis, que 79,2% des sites de la planète ont été écrits avec du PHP et ça représente près de 2 milliards de sites web. Vous vous rendez compte? 2 milliards de sites web, c'est complètement incroyable. Hein. Alors, ils sont peut-être pas tous extraordinaires, peut-être tous merveilleux, peut-être, mais c'est quand même 2 milliards de sites web avec combien? Avec près d'une dizaine de millions donc, de développeurs qui sont très contents donc, avec PHP. Donc, on peut toujours faire la fine bouche, mais en tout cas, pour eux, merci donc Rasmus Lerdorf. Ken Schwaber et Jeff Sutherland, vous disiez, ce sont donc les personnages qui ont créé donc Scrum. Donc, alors, je les ai mis là parce que c'était une rupture colossale. Je pense que en 60 ans de gestion de projet, il n'y a pas eu de grosses révolutions. Je parle de la gestion de projet, la manière donc de piloter les projets. Il n'y a pas eu de véritable, vraiment de révolution. Et donc, à la suite d'une réunion qui avait eu lieu dans les montagnes rocheuses aux États-Unis, avec un certain nombre d'autres chefs de projet qui avaient de la bouteille et de l'expérience, ils ont créé donc la méthode agile qui a porté le nom donc de Scrum.
je l'ai mise là parce que pourquoi? Pourquoi je les ai choisis eux et pas d'autres qui se sont fait remarquer dans le monde de l'agilité? Eh bien, parce que d'abord, Scrum est la méthode la plus utilisée aujourd'hui. C'est celle que l'on hait le plus. On la déteste. Les opposants à Scrum n'ont pas de mots assez durs pour la désigner. Bien. Mais ce que je vois surtout, c'est que dans le futur, avec maintenant la nouvelle manière d'organiser les équipes de développement qui vont devoir, contraintes et forcées, de tenir compte de ce qu'on appelle les generative AI, c'est-à-dire les outils aujourd'hui de génération de code, hein, ça ne va plus être du tout la même chose. Il y aura une bonne partie du code qui va être, on va dire, fabriqué, les premières versions alpha fabriquées par des outils génératifs, et puis nous, on va beaucoup plus se réfugier dans, on va dire, dans la gestion de projet, la conception, mais aussi la gestion de projet. Donc c'est très important. Et le rôle qu'auront probablement dans le futur les méthodes agiles, et plus précisément donc cette méthode Scrum de Schwaber et Sutherland, va être colossal dans les années qui viennent, ce qui explique pourquoi je l'ai mis là. Alors John McCarthy, alors lui bien sûr on ne le présente plus, hein. Alors, je l'ai mis là parce que comme tout le monde parle d'intelligence artificielle actuellement, et on dit un nombre absolument colossal de bêtises sur le sujet, il faudrait peut-être un petit peu faire le ménage, hein, et compter sur moi pour essayer d'y contribuer. Il a été à l'origine, c'est un scientifique, John McCarthy, il est à l'origine donc on va dire, lors d'une réunion qui a été très célèbre, qui est la réunion de 1956 de Dartmouth, avec les personnages que vous voyez ici à gauche, en particulier donc Marvin Minsky, qui est considéré un petit peu comme le co-inventeur, on va dire, de l'intelligence artificielle. Et là, vous avez des personnages absolument extraordinaires, on va dire légendaires. Mais ça a commencé en 1956 et c'est largement sous l'impulsion donc de John McCarthy. Par ailleurs, donc, il a créé donc, le langage Lisp et il a eu un rôle essentiel. L'IA ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle deviendra demain si John McCarthy n'avait pas été là. D'ailleurs, il a eu un prix tout à fait prestigieux décerné par l'ACM en 1971, qui est le prix donc Turing. Alors j'en viens à Jean Morlet. Alors Jean Morlet, pour moi, c'est l'incompréhension totale. Alors je vais vous raconter son histoire parce que je trouve ça absolument désespérant. Jean Morlet était donc un géophysicien. Il y a quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? C'est ce qui est montré ici sur ce schéma. En gros, on fait des campagnes pétrolières, on envoie donc des sons dans le sol, on récupère à la surface les sons qui se sont réfléchis sur les différentes couches de terrain, dont ce qu'on appelle des hydrophones en mer ou des géophones, donc sur le sol dur. Hein. Et donc, on va de manière à reconstruire la structure des couches de terrain. De manière, quand on voit ces structures, on ils le fournissent à des interpréteurs géophysiciens qui disent, tiens, en fonction des éléments géologiques de telle caractéristique, et vu la forme de ces couches, il pourrait y avoir un piège à l'huile, donc du pétrole ou de gaz. Donc ça, c'était son travail. Et il y avait tous les gens qui faisaient la géophysique, donc utilisaient à plein rendement une technologie qu'on appelle les transformés de Fourier. C'est quoi une transformée de Fourier? En gros, c'est une technique, c'est une transformation mathématique qui permet de passer d'une représentation dans le temps d'un phénomène, un phénomène sinusoïdal ou pas, hein, d'un phénomène, on passe d'une représentation dans le temps à une représentation en fréquence. On passe d'un monde du temps à un monde de fréquence. Alors, il y a eu l'histoire avec de Joseph Fourier, parce que ça remonte à 1822, hein, les séries de Fourier et ensuite les transformés de Fourier. Les transformés de Fourier avaient un gros inconvénient, c'est qu'elles traitent le signal globalement. Et donc, elles disent il y a des fréquences, c'est vrai, mais on ne sait pas très bien où. Et en plus, elles ont l'inconvénient que n'a pas gommé une autre technique qui viendra un peu plus tard,
qu'on appelle le STFT. En fait, le ST, c'est pour short time. Donc, ce sont des petites fenêtres d'analyse sur le signal lui-même. Eh bien, on n'est pas à l'aise avec des signaux, avec des fréquences très brèves, un signal très court. Or, quand on analyse un signal numérique, et en particulier celui qui remonte des couches de terrain, eh bien, on a à faire face à des signaux, on va dire, bien visibles, mais également des petites choses qui sont très caractéristiques de ce qu'on va trouver dans le sous-sol. Alors, Jean Morlet a dit, bon, je me base sur le transformé de Fourier, je me base sur la technologie de Denis Gabor, donc les STFT, et j'invente une notion, une fonction qu'on va appeler une ondelette, qui va être combinée, on parle de convolution, on va dire qu'elle est combinée avec le signal lui-même, et ça fait apparaître justement les fréquences à l'endroit où elles se produisent, et surtout les phénomènes transitoires, extrêmement réduits donc dans le temps. Extraordinaire. Évidemment, c'est génial. Alors, il essaye d'expliquer ça à ses collègues donc, de géophysique et de pétrolier. Personne ne comprend rien. Il va voir la direction générale de Pétrolier, qui est donc Elf Aquitaine, hein, et qui lui dit non, si c'était vrai, ça se saurait, votre truc, ça n'a pas de sens. Même si vous voulez vous faire du vous avec ça, c'est un peu comme Pierre Béziers. Hein. Si vous voulez faire du vous avec ça, on ne vous en empêche pas. Lui, il part aux États-Unis, hein, il va faire un certain nombre donc, de communications là-dessus, mais ce que fait sa direction, pour avoir la paix définitivement, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils le mettent en pré-retraite. Au moment précis où cette technologie allait prendre son essor. Alors il est mort maintenant, il est mort en 2009, Jean Morlet. Mais je trouve que c'est l'exemple le plus énorme, un exemple rare de bêtise managériale. Comment ne... Enfin, si on ne comprend pas, peut-être, mais à ce moment-là, on se fait aider. On n'est pas obligé tous d'être des spécialistes de convolution, des transformés de Fourier, je veux bien l'admettre. Mais au moins, on lui rend hommage et au moins on essaye de comprendre ce qu'il fait. On ne le met pas en retraite. Alors c'est ce qui s'est passé. Alors Jean Morlet, personne ne connaît. Hein. Personne ne connaît. Heureusement, il y a eu quelques scientifiques, hein, par exemple Alex Grossman et puis et le prix Abel. Il y a Yves Meyer qui a eu le prix Abel pour ça, qui est donc en fait c'est une sorte de prix Nobel donc des mathématiciens qui lui ont rendu hommage. Alors aujourd'hui, on le voit réapparaître. Mais il a provoqué une révolution colossale, parce que vous trouvez aujourd'hui les ondelettes partout, absolument partout. Dès qu'il y a des signaux analysés qui sont un peu bizarres, qui ne sont pas périodiques, hein, on n'a pas parlé de ça, mais on aurait pu l'évoquer, des signes non périodiques, eh bien, vous allez trouver des ondelettes. Merci donc Jean Morlet, et donc j'espère que l'histoire maintenant lui rendra donc le mérite auquel il a droit. Et puis je termine par mon petit panorama donc des personnages qui ont provoqué donc des disruptions. Je termine donc par Vitalik Buterin. Alors lui, c'est plutôt pour le futur. Hein. Lui, c'est un tout jeune. Alors c'est un garçon qui est autiste. Alors c'est tout à pas étonnant du tout. C'est vraiment un concepteur, un visionnaire et un mathématicien de génie. Comment ils sont câblés, ces gens-là? C'est quand même étonnant, extraordinaire, fabuleux. Depuis toujours, d'ailleurs, il sait d'imaginer donc les choses, et c'est lui qui a conçu donc Ethereum. On va dire qu'Ethereum, c'est ce qui nous permettra donc demain de naviguer dans un monde de blockchain, de finances virtuelles et décentralisées, de monnaie cryptographique, vous voyez, de contrats intelligents, les fameux smart contracts. Bon, c'est ce qui va se passer demain. Alors lui, il y croit beaucoup. Moi aussi, j'y crois énormément, mais tout le monde n'est pas de cet avis. Alors, il a fait ça dans sa tête, hein, dans son coin, dans sa petite chambre d'étudiant. Il a été tout le temps au Canada, donc à Toronto, et personne ne lui a guidé la souris pour raisonner. Et c'est ça qui est absolument fabuleux. Et en réalité, le monde dépend beaucoup de gens comme lui. C'est ahurissant. Alors en plus, lui, il avait 19 ans. Incompréhensible. Voilà. Et donc, il marquera, à mon sens, donc l'histoire donc d'Internet. Cela dit, ces technologies, parce que c'est pas
c'est vraiment un concepteur, un visionnaire. Je ne suis pas sûr que toutes ces solutions, je pense entre autres à sa monnaie cryptographique l'Ether, ne soient pas forcément celle-là qui sera la plus répandue ou utilisée dans le monde, dans ce monde du Web 3, hein, mais il aura façonné en fait ce monde dans lequel nous allons pénétrer, qui va être un monde très, très, très différent de celui que nous vivons donc aujourd'hui. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai voulu comme nous arrivons donc au terme de notre présentation, j'ai voulu donc vous présenter un peu ce type de personnages. Alors, il y en a certains qui bien entendu, qui ne sont pas connus, hein, d'autres qui le sont plus, mais je suis quand même fasciné par la capacité de certains individus de dire je suis peut-être fou, mais j'ai peut-être raison aussi. Hein. Winston Churchill. Je trouve ça absolument incroyable. Et malheureusement, donc, est-ce que d'ailleurs ils ont besoin d'être reconnus? Je ne suis pas sûr. On peut pas certain qu'ils ne cherchent pas forcément les honneurs. Mais s'ils n'étaient pas là, hein, si tous ces gens-là n'avaient pas été là, eh bien, il n'y aurait pas eu le TI tel que nous l'avons actuellement, tel que nous le connaissons. Donc, ce qu'il faut leur dire, c'est merci et je voulais leur rendre hommage. Voilà. Donc, j'espère vous retrouver la prochaine fois. Donc, la prochaine fois, nous allons parler de quelque chose un petit peu différent. Ce sont les architectures informatiques qui ont jalonné notre histoire et dans lesquelles nous nous sommes perdus. Ah, il y a eu un certain nombre d'erreurs, en particulier le client-serveur. Et on expliquera un petit peu donc de quoi il s'agit, pourquoi on est parti dans des directions qui n'étaient pas les bonnes. Et voilà. Et donc ensuite, on reviendra sur des thèmes qui sont beaucoup plus techniques après. Mais commençons doucement. Les vacances sont à peine terminées. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, je vous remercie donc de votre attention et puis j'espère vous retrouver très nombreux donc la prochaine fois. Merci beaucoup.